parle. Oui, allons commencer. Alors, bonjour tout le monde et merci d'être là pour la conférence et merci à François Descraques d'être là, surtout, on peut l'applaudir, le créateur du Visiteur du Futur. On est là pour parler d'un sujet qui nous passionne tous et toutes, je pense, c'est la science-fiction et surtout pourquoi on a l'impression qu'il y a un problème avec la science-fiction en France. Alors pourquoi on dit ça ? La science-fiction en France, ça existe, hein, si on parle uniquement du cinéma, il y a plein d'exemples, et quand on parle de science-fiction, ça veut dire tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on parle de grand, de petit budget ? Est-ce qu'on parle de science-fiction qui est au rayon horreur, aventure, comédie ? Est-ce qu'on parle de production 100% française ou de coproduction ? Il y a plein d'exemples et de contre-exemples. Mais la sensation qu'on a, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup et pas assez de science-fiction. Et je ne parle même pas de qualité, juste il y a peu de propositions. Comme si à chaque fois, il y avait des difficultés, des problèmes, peut-être même une peur. Et c'est là qu'on a la sensation que Le Visiteur du Futur, le film réalisé par François, est un peu un miracle, une exception ou une anomalie peut-être. Parce que c'est un film de science-fiction qui est un peu unique dans le sens où, en termes de budget, c'est ni une super production ni un tout petit film. C'est un film qui a vocation à parler aux petits et aux grands. Et c'est un film qui, voilà, c'est un divertissement populaire, c'est une comédie d'aventure qui en plus trouvait son public. Ce qui fait beaucoup de cases qui sont cochées et qui en font un cas d'école qu'on trouve passionnant. Et c'est là qu'on se demande, est-ce que Le Visiteur du Futur, c'est l'exception qui confirme la règle étant qu'il y a un problème avec la SF en France, ou est-ce qu'en fait on est un peu pessimiste et que tout va plutôt bien et que Le Visiteur du Futur, c'est la preuve qu'en fait, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Alors, on prévient tout de suite, on ne va pas résoudre tous les problèmes du monde aujourd'hui, hein. On est là pour s'interroger, parler d'une expérience, demander à François de raconter ce qu'il a vécu, ce à quoi il a survécu, pour un peu essayer de comprendre ce qui se passe dans les rouages, dans les coulisses, et voir si peut-être vraiment il y a des peurs qui sont ancrées dans l'industrie, et si peut-être il y a quelque chose qui se passe avec Le Visiteur du Futur et que ça a ouvert une voie, et qu'on a des raisons d'espérer plutôt que de désespérer. Ça va, la pression, non? Justement, le premier point, c'est comment faire un film de science-fiction en France, c'est-à-dire comment trouver les fonds et les personnes qui vont soutenir un projet. Le Visiteur du Futur, de base, c'est une web-série. Et la première question qu'on voulait te poser, c'était est-ce que ça a été une facilité pour toi, étant donné qu'il y avait déjà des fans, que c'était déjà estampillé comme une marque, ou au contraire, est-ce que ça a été quelque chose de plus compliqué parce que tu as peut-être fait face à du mépris ou à une incompréhension des personnes? Je pense que c'était un peu ça la principale difficulté qu'on a eue sur ce film. Étrangement, c'était pas tant l'aspect science-fiction, même si ça faisait partie du package, quoi. Mais ce qu'on me disait souvent, c'était ton genre de film, c'est le genre film de youtubeur. Et moi-même, j'étais un peu surpris parce que je comprenais même pas ce que ça voulait dire. Genre, c'est quoi un film de youtubeur? Moi-même, je suis pas vraiment youtubeur, j'ai jamais été. Mais pour eux, c'était un genre. Le genre, c'était les gens d'internet, quoi. Les geeks. Et ce qu'on me disait, c'était pourquoi on donnerait de l'argent au Visiteur du Futur alors que il y a eu des échecs comme, je sais pas, le film avec Norman, des trucs qui n'avaient rien à voir en fait finalement avec mon film. Pour eux, c'était vraiment ça leur axe. Alors, bizarrement, pour d'autres gens, c'était pas un problème parce qu'ils avaient fait des films dits de youtubeurs qui avaient marché. Sauf qu'on les considère plus comme des films de youtubeurs comme les Kaira de Castambide et tout, c'était à la base c'était une web série et tout. Donc c'était très bizarre d'essayer de comprendre ce que eux, quelle était leur vision déjà du monde d'internet et du monde du cinéma. C'était vraiment ça parce que d'un côté on nous disait oui vous allez beau avoir des abonnés etc. ou des millions de vues, ça va pas forcément se retranscrire en entrée. Et c'est vrai ça. C'est le truc qu'on m'a demandé très tôt. Des gens qui hésitaient à financer le film, ils m'ont dit moi j'aurais dit tout de suite, je suis d'accord avec vous, c'est pas parce que des gens font des vues sur internet ou une communauté sur internet que ça se retranscrit en vues, en tickets on va dire, mais
j'aurais dit, moi, ce que je veux faire, c'est un film de cinéma, de grand spectacle, qui répond à une problématique du cinéma en général, à savoir pourquoi est-ce que les jeunes se déplaceront au cinéma. Et du coup, la collaboration avec Pyramide et KMGO, comment ça s'est fait? Parce que j'imagine que ça a été un parcours long et compliqué avant de trouver les bonnes personnes qui croient au projet, ont envie de s'investir dedans et de le vendre. En fait, c'est ça, c'est que ce que j'ai découvert dans le milieu du cinéma, c'est qu'un producteur de cinéma, c'est quelqu'un qui va défendre ton projet pendant des années et qui va peut-être se prendre des portes et qui va surtout miser sa réputation. Donc la difficulté, c'est de trouver la bonne personne qui est prête à avoir les mêmes emmerdes que toi et qui est prête à les partager. Et Pyramide a été cette boîte de prod qui était prête à dire nous on assume, même si, alors peut-être qu'ils pensaient que ça allait être un peu plus facile, mais voilà, ils n'avaient pas peur de se planter. Quand ils croient en quelqu'un, ils y croient. Et Pyramide, c'est une boîte qui est à la fois... Oh là, j'ai pas vu là. J'ai cru qu'il me regardait, parce que je le vois ici. C'est une boîte qui a à la fois fait des films d'auteur, et là, mais ils ont fait ce film comme si c'était un film d'auteur. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas dit, allez, on fait un film de science-fiction, machin. Ils ont dit, non, on fait un film d'auteur, il se trouve que c'est de la science-fiction. Et ça m'a beaucoup aidé artistiquement, et après, à trouver les bonnes personnes. Et KMBO, ils sont arrivés un peu au dernier moment, mais c'est eux qui ont sauvé le film. Et puis pareil, eux, ils font beaucoup de films d'auteur. Et ils ont vraiment travaillé le film comme un film d'auteur. Un film d'auteur, ça veut juste dire un film où l'auteur est dans la boucle des décisions et où on le respecte. C'est ça un film d'auteur en fait. On a une image de film d'auteur en France en mode ah c'est des films chiants et tout, et certains le sont, mais le terme d'origine c'est le film d'auteur, c'est-à-dire c'est le film où le réal est aussi le scénariste. Donc du coup il a fallu des années avant de trouver ces partenaires-là avant de créer notre Dream Team. Est-ce qu'il y a un moment où des gens t'ont vraiment dit ton projet est bien, mais la science-fiction, ça nous fait peur parce que est-ce qu'il y a un public, tu demandes trop d'argent, qu'est-ce qu'on en fait? En fait, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas comment faire, donc non. Oui, alors moi, ce que j'ai eu, au mieux, j'avais des vrais noms directs, genre non, ça ne nous intéresse pas, c'est pas notre type de film, ça va. Les pires moments qu'on a eu, c'est les moments où on a eu des oui. Genre vraiment, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec des distributeurs qui m'ont dit oui, droit dans les yeux, qui m'ont serré la main en disant on croit dans ton film, ça va être charmé, super, enfin un film qui change de ce qu'on fait d'habitude, et je suis trop bien. Et le lendemain, on reçoit un appel d'un gars qui n'était même pas dans la réunion, qui n'était même pas là, qui dit ah finalement votre film on le fait pas parce que on a regardé sur notre programme qui vérifie quel film a du potentiel et on a vu que le vôtre n'allait pas marcher. Donc j'ai envie de leur dire mais un, je te connais pas, t'étais où lors de la réunion, et deux, c'est quoi ton logiciel quoi, soi-disant magique. Et donc du coup on a eu ça plusieurs fois, des gens qui disent oui et au finalement non. Ça c'était plus dur à vivre parce que quand les gens disent oui dans le cinéma, eh ben, tu as l'impression que tu vas tourner, tu as des gens qui quittent leur taf pour faire le film, et au final on leur dit ah ben oui finalement non. Et tu sais pas si ton film va renaître ou pas quoi. Et en fait dans le cinéma, ce qui est un peu difficile à tenir, c'est que les gens sont pas un an près. Tu vois, j'ai l'impression que tous les films de gens que je connais, ils ont toujours eu un an de retard sur la date du tournage qu'ils avaient prévu. Il faut avoir le temps quoi. Justement, en parlant du tournage, tu as des choses à nous raconter par rapport à ça, parce que j'imagine qu'il y a eu pas mal de péripéties aussi. En fait, étrangement, le tournage, c'était, comment dire, c'était complexe dans le sens où il y avait plein de paramètres, il fallait être très très rigoureux surtout, on n'avait pas de marge d'erreur. En plus, on a tourné pendant le deuxième confinement, donc on aurait eu un cas Covid, on aurait dû fermer le tournage et on n'aurait pas pu forcément le recommencer. Et donc ça c'était très très stressant. Mais étrangement, il n'y a pas eu de vrais gros problèmes. Il y a eu des challenges, mais à partir du moment où on était sur le tournage, où on avait notre équipe et tout, et ben tout s'est globalement très bien passé. Pas un jour perdu, pas une scène à recommencer, etc. Et ça s'est vraiment environ bien passé, mais aussi parce que comme aussi on a eu un faux départ avec le tournage, on aurait dû tourner le film en mars 2020. Et en fait, en mars 2020, il s'est passé autre chose qui a fait que tout le monde est rentré chez soi. Et en fait, donc on a eu un an de décalage. Et en fait, ce un an de décalage a permis de refaire un peu, de recommencer le film, de refaire la prépa un peu, alors pas de zéro. Et donc du coup, on était assez préparés.
Et au moment où des gens te disent, te font comprendre plus ou moins explicitement que la SF, quand même, ça fait un peu peur, est-ce que toi, tu remets en question ton projet? Est-ce que tu te dis, je vais atténuer un peu, je vais essayer de le vendre, de mettre en avant autre chose que la science-fiction? Ou tu te dis, en fait, on maintient le cap, je le fais ou je le fais pas, mais ça restera ce projet-là? En fait, c'était un peu ça aurait été un autre type de film, peut-être j'aurais été beaucoup plus influençable. Mais comme c'était le Visiteur du futur, en fait, un film Visiteur du futur ne pouvait pas ressembler à autre chose que Visiteur du futur. C'était impossible. Donc, c'était même pas moi qui étais chiant au niveau artistique, en mode non, je refuse. C'était en mode, les gars, si on fait un film Visiteur du futur qui ressemble pas à ce qu'on a développé pendant des années sur Internet et en BD et en roman, machin, ça sert à rien. Parce que même si le but, c'était pas juste de satisfaire une communauté de fans, le projet pour moi n'avait pas de sens. Donc dès le départ, j'aurais dit à Pyramide, j'aurais dit, vous savez, on va avoir des problèmes. Déjà, c'est la science-fiction en France. En plus, 90% du casting, c'est ceux de la série. On ne pourra pas mettre plein de stars partout. Mais c'était obligé parce que, de par la nature du projet. Donc en fait, finalement, grâce à la série, grâce à toutes les œuvres transmédia que j'ai fait autour de la série, c'est même pas que ça m'a donné confiance en moi, c'est que ça m'a donné pas de choix sur l'angle du film. Et un truc que tu nous as dit qui était intéressant quand on a préparé cette conférence, c'est que les gens autour de toi te disent en gros, s'il te plaît, te plante pas. Parce que si ton film marche pas, en fait, on pourra pas en faire. Ce qui traduit quand même que tout le monde a super peur et il se dit en gros, t'as un one shot, faut pas se planter parce que t'as pas le droit à l'erreur. Donc t'étais malgré toi un peu celui qui allait ouvrir la voie ou juste enterrer tout le monde. Alors pour l'instant, c'est encore trop tôt pour savoir à quel point ça a eu des conséquences positives ou négatives, mais c'est sûr que au-delà, alors t'avais le côté science-fiction qui était, mais il y avait, en fait, disons qu'il n'y avait pas que moi qui faisais des trucs science-fiction. Tout le monde était en train d'essayer de faire son propre projet de essai, etc. Moi, je pense que j'ai été surtout jugé pour mon profil dit de mec d'internet, et c'était ça aussi qui était la vraie barrière, et aussi, si ça marche, que d'autres gens de ma génération, plus ou moins, pouvaient faire leur premier film, que ce soit la science-fiction ou pas la science-fiction. Après, là, j'ai l'impression, et je ne sais pas si le Visiteur Futur a participé, peut-être indirectement, qu'il y a de plus en plus de projets qui commencent à popper, qui étaient en développement depuis longtemps, tu vois. C'est pas comme si les gens ont vu le Visiteur Futur et du jour au lendemain ont dit « Ok, on va faire de la SF ». C'est juste que tous ces projets qui étaient un peu dormants, qui étaient un peu là sans être là, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu accélérés là récemment. Et tout d'un coup, on a un peu plus de... Alors, je dis, c'est des films de genre, quoi, mais il y a un peu plus de trucs qui arrivent en ce moment, j'ai l'impression. Donc t'as peut-être un peu sauvé le monde alors, c'est ça? En fait, dans le doute, on dira oui. Voilà. Et si c'est l'inverse, on dira non, c'est pas de ma On faute. se revoit dans un an pour que tu rendes des comptes. Voilà, exactement. Un truc quand même, une étape qui n'est pas négligeable dans un film comme ça, c'est le film il est dans la boîte, le plus gros peut-être derrière, en réalité non, parce qu'une fois que le film est fini, il faut trouver le public, il faut sortir avec des questions comme comment on le vend, à quoi va ressembler la promo, comment on vend un film qu'en France, même les distributeurs ont un peu du mal à définir, avec les bandes annonces et les affiches, ensuite à quelle date on sort, quelle est la concurrence, quel est le meilleur créneau, quel est le pire créneau, est-ce que quelqu'un sait, peut-être pas, et aussi la stratégie des avant-premières, puisque il faut, c'est toi qui nous l'as dit, tu voulais que le film soit un événement et ça se crée pas du jour au lendemain. Donc c'est toute une énorme stratégie et quand tu nous racontes, c'est assez édifiant de se dire en fait, ces choses qui semblent être un peu les étapes classiques du film et qui sont un peu des formalités, en fait, pas du tout, c'est un énorme travail. En fait, c'est là aussi la chance qu'on a eue d'avoir KMBO comme distributeur, c'était que KMBO, on était leur plus gros film de l'année. Donc en fait, on a mis toute la stratégie de sortie du film a pris 1 an pour KMBO. Entre septembre 2021 et septembre 2022, il y a eu 1 an de montage de bande-annonce, affiches, stratégie de date. La date a changé plein de fois en interne pour trouver la bonne date. Et ça, on aurait été avec un plus gros distributeur qui aurait eu peut-être plus d'argent, mais notre film aurait été placé entre 2 gros films, quoi. Et ils auraient dit genre ouais, bon toi, ça se passe entre ça et ça. Et, nous, on avait vraiment cette chance d'être vraiment la priorité pour KMBO. Et aussi, ce qui était génial avec KMBO, c'était qu'on a mélangé nos expertises. Ils sont venus me voir et m'ont dit ok, qu'est-ce que tu penses que toi tu peux apporter par rapport à l'aspect peut-être internet, convention, etc. Et eux, ils ont apporté tout ce que je ne connaissais pas, à savoir la stratégie purement du cinéma, les exploitants salles, etc. Donc on a mis en commun nos expertises. Et à partir du moment où on a décidé que la date c'était septembre 2022, en rétro-planning, je me suis dit ok, ce qui est cool, c'est qu'en juillet il y a Japan Expo. Donc, si on va à Japan Expo avec un peu de
pas une avant-première, mais une surprise, c'est pas compliqué, et on peut commencer, on va dire, la saison de la promo, parce que tout l'été, c'était de la promo. Et eux, c'est eux qui ont trouvé 70 dates. 70 dates pour un film de science-fiction en plus, c'est énorme de faire 70 dates en avant-première. Et pour eux, c'était important de faire monter la sauce, de montrer le film d'abord aux fans, parce qu'en fait, aussi, il y avait cette question de est-ce qu'on le met en festival? Genre, il y avait plusieurs festivals qui ont demandé le film, genre Gérardmer, Lab d'Huez, voilà. Et en fait, moi j'étais chaud, j'étais en mode ah oui, montre-le, on va le mettre en festival, et ils m'ont dit franchement non, vaut mieux pas le montrer en festival, vaut mieux montrer d'abord aux gens qui veulent vraiment le voir. Pour ce film-là, c'est plus justifié. Du coup, on a refusé les festivals. Donc ça, pareil, c'est des problématiques voilà, qu'il faut savoir. Et la bande-annonce, déjà, moi j'ai fait le forcing pour avoir 2 bandes-annonces, chose qui au cinéma français se fait jamais pratiquement. Genre, il y a toujours une bande-annonce qui sort un mois avant la sortie du film. Moi, j'ai dit qu'il faut un teaser et un trailer, chose que font les Américains, ils font même des fois 3 bandes-annonces. Et ça, c'était un peu genre, ah ouais, je leur ai dit, vous inquiétez pas, le teaser, il sera que sur Internet, parce que eux, ce qui leur coûte de l'argent, c'est de faire une bande-annonce en salle. Du coup, il y a eu une bande-annonce salle, qu'ils appellent même un film-annonce, c'est tellement un vieux terme, c'est le film-annonce. Et le teaser, qui était plus un teaser web, etc. Et ça, pareil, grosse stratégie, qu'est-ce qu'on montre dans le teaser, qu'est-ce qu'on montre pas, à quel point on montre l'humour, pas l'humour. Ça a été, on a mis pratiquement autant de temps pour monter la bande-annonce du film que le film en lui-même. Tellement que chaque plan, chaque raccord, chaque bruitage était une question stratégique. Et on avait très peu de marge de manœuvre. Il y a même une blague à un moment, où il y avait une blague, on était super fiers de la blague, c'est la blague où on voit la porte qui se ferme, enfin la porte, il y a Carlito, enfin McFly d'un côté et le visiteur de l'autre, et il parle et le son est coupé et tout. Et moi j'étais en mode, ah trop bien, c'est la meilleure blague du monde. On voit la bande-annonce du film de Lachaud, Super Héros malgré lui, on voit la même blague avec le mec qui parle à travers une vitre, et on se dit, bah, on peut pas la mettre parce que les gens vont croire pour la copier, etc. Donc tout était des nouvelles problématiques que j'avais jamais vues avant, quoi. Et sur la date de sortie, tu nous disais aussi d'ailleurs qu'elle avait été décalée par rapport à Jack Moon. Donc en fait, ça. tu as beau préparer les choses, la réalité arrive, genre Super Héros malgré lui ou Jack Moon, tu fais ah merde, qu'est-ce qu'on fait alors? Et encore, Jack Moon, c'est grâce à Flaubert, parce que Flaubert a coécrit Jack Moon, et c'est un film que personne vraiment, mes producteurs ne connaissaient pas Jack Moon. Et en fait, du coup, ils me disent, moi je leur dis, vous savez, il y a un film qui va sortir au mois d'octobre, c'est de l'aventure, c'est gaulerie, c'est un peu, voilà, divertissement, machin, même si c'est pas de la science-fiction. Si on sort en même temps, c'est compliqué. Et en fait, la première date, c'était vraiment le même jour, quoi. Et donc, c'est moi qui leur ai dit, il faut qu'on se retrouve un autre jour. Et ils ont accepté. Et en fait, ils ont trouvé une date qui était une date un peu où il n'y avait pas grand-chose. Et il se trouve que c'était la pire semaine d'entrée du cinéma français depuis 10 ans, quoi. Mais bizarrement, ça nous a servi, en fait. D'être dans un endroit où il n'y avait pas de grosse compétition, ça a permis au film d'exister plus longtemps. Parce que si ton film fait pas plus de 30 000 entrées la première semaine, au bout de 2 semaines, c'est fini, il n'est plus là. Il fallait vraiment qu'on existe sur 3, 4, 5 semaines, ce qui est vraiment très dur. C'est pratiquement, genre, il y a peut-être 13 films français qui sortent par semaine, peut-être une dizaine on va dire, et la moitié font 30 000 entrées, quoi. Et du coup, moi quand j'ai vu les premiers chiffres, je savais pas si c'était bien ou pas bien, quoi. Et Kaimbo m'a dit, mais tu te rends pas compte, on existe. C'est tellement rare d'exister déjà. Donc après on a dit, ah on est content. Et justement pour vendre un film aussi, ce qui est très important, c'est l'affiche. Ça a aussi été un gros sujet de discussion et un autre truc qu'on voit pas forcément très souvent en France, c'est le fait de faire plusieurs affiches pour chaque personnage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toute la réflexion qu'il y a eu et peut-être qui t'a un peu dépassé sur l'affiche? Alors ce qui est bien, c'est que ça m'a pas dépassé, j'étais vraiment dans la boucle. Parce que j'ai beaucoup de collègues réalisateurs de longs métrages qui se disent à chaque fois « Ah, l'affiche, je l'ai pas vraiment choisie » ou « On m'a pas écouté ». Moi, j'ai pu vraiment, on va dire mon point de vue, et surtout, en fait, l'avantage de Caméo de Pyramide sur ce film-là, c'est que personne n'avait déjà fait ce type de film. Du coup, on a toujours fait on a fait des trucs et on a décortiqué ce qu'on voyait, et on s'est dit ok, qu'est-ce qui marche pas et tout. Et moi, ce que j'ai tout de suite identifié, c'est que j'avais identifié des affiches de films que je trouvais très belles artistiquement, mais qui passaient inaperçues de loin, quoi. Et c'était ça aussi le truc que je savais qu'il fallait faire passer, c'est qu'il fallait qu'on comprenne pas vraiment l'intrigue, mais globalement, on va dire l'identité du film et l'univers en une image, sachant qu'en plus on a beaucoup de personnages. Et donc l'affiche finale qui a été prise, c'est pas forcément l'affiche la plus artistiquement la plus belle, là où l'affiche teaser est mystérieuse, machin, mais c'est l'affiche où l'histoire est résumée en une image.
Donc on peut voir sur cette affiche que par exemple, on a d'un côté l'équipe du visiteur, côté orange, et ce mélange orange-bleu qui est un truc qu'on voit souvent maintenant au cinéma, qui est très on va dire, utilisé dans les affiches. Moi je me suis dit, autant l'utiliser parce que c'est vraiment dans notre film. C'est pas un truc qu'on a inventé, qu'on a tiré nulle part, c'est vraiment dans le film. Tu as la brigade temporelle, tout est bleu chez eux, et chez les visiteurs, tout est plutôt chaud orangé. Du coup, ça avait du sens dans notre affiche. Et on a vraiment d'un côté l'équipe du visiteur, d'un autre l'équipe de la brigade. On a le personnage de Gilbert qui est plutôt centré brigade, l'équipe du visiteur plutôt centrée sur le côté orangé, et le personnage d'Enya qui est finalement le personnage central du film, qui est entre ces deux univers et qui est au centre. Et ça paraît, quand on le voit à l'affiche, on se dit bah oui c'est évident, mais en fait on a fait 30 versions différentes où il y a plein de personnages dans tous les sens et où ça racontait pas la même chose. Enfin, la première qu'on voit là, à gauche, que je trouve très jolie, elle est très copiée sur Civil War, hein, vous l'avez tous reconnu, et même si je l'aime beaucoup, déjà ça met en avant le visiteur et Constance, et même si le visiteur et Constance sont vraiment dans le film, c'est pas eux les personnages principaux vraiment, quoi. On voit que Enya est dans le fond, Arnaud il est au milieu, et donc même si d'un point de vue on va dire d'harmonie, elle est très bien, elle raconte pas le film. Celle du milieu, elle raconte un peu plus le film, donc on avait commencé à trouver cet aspect orange-bleu, mais pareil, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on a le visiteur qui est très grand, on a mon frère qui est énorme, pareil, Arnaud, Enya, et après du coup on se perd un peu, du coup on a moins, le regard il est un peu perdu, quoi. Et même si je la trouve très belle, moi c'était ma préférée, celle du milieu, je savais que on avait ce problème de qu'est-ce que ça raconte. Et l'autre problème qu'on avait aussi, qui est contractuel, c'est que techniquement il fallait que Arnaud Ducré soit pas plus petit que Florent Dorin ou n'importe qui. Il fallait pas qu'il soit plus grand forcément, mais pas plus petit. Et en plus, moi je savais, c'était pas juste parce que c'est pas Arnaud qui a mis cette clause en mode je veux être la star du film. Je savais que moi, mon intérêt, c'était que des gens reconnaissent Arnaud Ducré et aillent voir le film. Donc voilà, c'est même pas, je suis même pas sûr que lui a dealé ça, c'est son agent qui a dealé ça. Et nous, on savait avec la prod qu'il fallait le mettre en avant et qu'on se dise aux gens, voilà, c'est un film aussi avec Arnaud Ducré. Donc pareil, dans cette affiche, il se perd. Celle de droite, moi je la trouve très belle aussi. Elle fait penser un peu à la dernière affiche du 3e Star Trek. Mais pareil, le logo, on le reconnaît pas trop. C'est le logo de Axomaco qui est la centrale nucléaire dans le film, mais c'est un logo qui n'est pas hyper identifiable. Et voilà, donc du coup, même si je la trouve très jolie, je trouvais qu'on pouvait très vite se perdre. Les personnages étaient un peu en étoile, et du coup, c'est un peu dispersé. Donc voilà, donc même si on a eu des très belles affiches, et surtout on a eu une super agence de com qui a fait ça que d'habitude les agences de com ne font pas un travail aussi poussé pour te donner juste une idée. Eh bien, l'agence de com s'appelle Les Aliens, c'est une agence de com, et vraiment ils ont fait ça à fond, et c'était un luxe de ouf d'avoir des affiches pratiquement def, et de pouvoir choisir avec ça. Ah oui. Quelque chose d'autre qui a été du luxe aussi, ça a été toute la vie du film après sa sortie en salle et son exploitation en salle. Savoir qu'il y a eu le coffret Blu-ray avec une affiche alternative, et tout ça c'est quelque chose auquel tu tenais aussi? En fait, pareil, c'est un truc que je tenais, mais même entre le moment où on faisait la série et maintenant le film, le marché du DVD, du Blu-ray s'est effondré, et il y a même des films en France qui font peut-être 1 million d'entrées en salle, qui sortent même pas en Blu-ray ou en DVD, quoi. Ils sont après en VOD et c'est tout. Du coup, vraiment, c'était un peu un pari risqué de KMPO de se dire on va le sortir en physique et on va vraiment le faire bien. Et c'était très cool de faire ça avec eux. Et c'était bien parce que des fois, c'est des boîtes externes qui font ça. Et là, le fait que ce soit le distributeur ciné qui s'occupe aussi du coffret Blu-ray, ça a permis de garder un peu les mêmes gens dans la boucle. Et je leur ai dit, oui, c'est très bien qu'on ait un visuel original. Et donc, on a demandé à Flore Maquin, qui est une illustratrice super talentueuse, qui travaille pour le Festival de Cannes, mais aussi qui a fait des trucs sur Internet, etc. Et de trouver des bonus, parce que oui, ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'on m'a dit, pour qu'un coffret se vende, c'est au gramme. Genre, il faut qu'il y ait des trucs physiques intéressants, mais pas non plus impossibles à fabriquer. Donc on ne pouvait pas faire comme Kaamelott. Kaamelott, ils ont un médaillon dedans. Nous, on n'avait pas le budget pour faire ça. Du coup, on a pu utiliser toutes les affiches des personnages, on a pu les mettre dedans. Le scénario, parce que moi aussi, un truc que je savais, c'était que les gens qui achetaient le coffret du Visiteur Futur sont souvent des gens qui sont intéressés par le processus de fabrication. C'est pas juste des fans du post-apo, c'est aussi des fans de cinéma.
Et donc le fait de mettre un scénario dedans, je savais que ça allait toucher ce public-là. Là où pour d'autres films, les gens ils s'en foutent un peu. Et en plus dans le scénario, on peut voir les différences entre le scénario et ce qu'on a tourné, on peut voir des répliques qui ont changé, donc je savais que ça allait intéresser des gens, quoi. Et donc tout ça, ça a été fait, on va dire, c'était un coffret généreux, mais pas non plus trop cher. Et j'en suis super fier, et c'est un truc que je sais même pas si dans quelques années on pourra continuer à faire ça, quoi. Et au fil de toutes ces étapes là qu'on vient de survoler, tu parlais de l'importance par exemple des premières séances pour savoir si en gros ça a marché. Et est-ce qu'avant ça, même quand vous publiez la bande-annonce et tout, vous regardez les chiffres de près pour voir un petit peu aussitôt, ok ça a marché, notre stratégie elle a marché, les gens marchent dedans, la SF ça commence à... les gens n'ont pas peur de la SF et commencent à en parler, s'exciter. Est-ce qu'il y a plusieurs moments comme ça, vous avez des étapes, vous discutez entre vous pour dire bon ça va, bon c'est un peu décevant? En fait, l'avantage qu'on avait, c'était que pareil, pour KMBO, ce qu'on faisait, c'était déjà beaucoup en, fait, en termes de retweets, en termes de vues, etc. Enfin, on aurait été avec un autre distributeur, ils auraient dit bah, c'est moins bien que Les Trois Mousquetaires, tu vois, ou que Kaamelott. Et du coup, nous, on a toujours eu cette impression de faire vraiment d'atteindre des objectifs. On n'avait pas vraiment d'objectifs. Hein. Moi, en plus, je leur ai dit, vous savez, le film il sort, la série, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là. Donc déjà, la priorité, c'était de savoir si les gens qui avaient suivi la série à l'époque allaient venir au cinéma, quoi. Donc les gens, ils suivaient ça, ils étaient intéressés. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'était que le film Kaamelott est sorti avant nous. Donc il est sorti alors qu'on avait terminé le tournage, etc. Et ça, je pense que ça a pas mal rassuré beaucoup d'exploitants. C'est que les exploitants de salles étaient en panique de se dire putain, plus personne va venir au cinéma. Ils ont vu que les gens venaient voir quand même un film comme Kaamelott, un film de grand spectacle. Et nous, même si on n'avait quand même pas la prétention de faire autant que Kaamelott, on disait bah voilà, nous on est un public un peu voisin, machin. Et donc ça a pas mal rassuré aussi. En fait, c'est pour ça que vraiment le succès des autres, vraiment, c'est un cercle vraiment vertueux, quoi. Oui, parce que cette question est intéressante de sur combien de copies, sur combien d'écrans de cinéma ton film va passer. À quel moment de ça tu peux expliquer aux gens comment ça se passe, qui décide, est-ce que c'est toi, est-ce qu'on l'impose et quelles sont les raisons parfois? Alors ça c'est aussi un truc que j'ai appris dans toute la distribution. Donc, le nombre de copies c'est un peu le nombre d'écrans dans lequel le film sort. Et fatalement plus il y a de copies, plus il est accessible partout. Et en fait la stratégie de KMBO c'est qu'il faut avoir beaucoup de copies mais pas trop non plus. Parce que si tu as trop de copies et que tes salles sont, on va dire, à moitié remplies la première semaine, et ben la semaine d'après, tu as moitié de copies. Et le but, c'est d'avoir un nombre de copies assez régulier pendant au moins 3 semaines. Du coup, la stratégie, ils ne savaient pas le nombre de copies avant même, je crois, la semaine d'avant, enfin, ils avaient une idée, mais pour eux, c'était entre 300 et 500. C'est quand même très, très, très vague. Et en fait, c'est en fonction des avant-premières qu'ils peuvent voir si ça se remplit. Et donc avant les avant-premières, je pense qu'on ne pouvait pas dire combien de copies on avait. Quand on a fait les avant-premières, ils ont dit ok, on peut tenter 400 copies. Et en première semaine, on a fait 400 copies, et en deuxième semaine, on a fait 500 copies. Donc ils sont encore plus loin dans la deuxième semaine. Et ça, voilà, c'est un truc qui me dépasse complètement. Et quand je me suis dit, mais attends, on fait 400 copies, c'est-à-dire que 400 copies, c'est quand même beaucoup. Et c'est un petit distributeur. Après, je me suis dit, mais en fait, les petits distributeurs peuvent avoir les épaules pour faire des films à grande échelle entre guillemets, quoi. Et ça va. Donc moi, mon inquiétude avec KMBO, c'était de se dire bon, on a un petit distributeur donc on aura peu de salles, et en fait pas du tout. Et on oublie souvent quand on parle d'un film qui sort en France de la carrière qu'il y a au-delà de la France, c'est que on a parlé du DVD, Blu-ray, édition collector, ça encore c'est le business de la vie du film qui continue. Mais un film, surtout comme Le Visiteur du Futur, comme tous les films dits de genre et de science-fiction, il a potentiellement une carrière à l'international, que ce soit dans les salles de cinéma, en SVOD, en DVD et tout ça. Est-ce que toi, tu as pu suivre cette carrière et est-ce que, j'ai même envie de dire, est-ce que quand tu as présenté le projet et quand tu as présenté la stratégie, on t'a dit, on considère que la France c'est une partie, c'est le début de la carrière, parce que la suite est vraiment importante pour l'équilibre financier? Alors, ça c'est un truc, ça dépend des producteurs. Il y a des producteurs qui sont très centrés, enfin qui sont très basés sur l'international. Genre, il y a beaucoup de films d'animation français qui sortent, mais qui sont très peu d'entrées en France, mais ils savent qu'ils vont se récupérer à l'international. Nous, Le Visiteur du Futur, quand même, c'était très centré sur la France, de par l'origine du projet sur Internet. Et aussi, c'est un truc qui est très, très, on va dire, qui peut cloisonner vachement, c'est que c'est l'humour. Et en fait, le film, il savait que l'humour, entre guillemets, le fait que ce soit une comédie, allait fermer des portes à l'international. Qu'il fallait vraiment, il y avait que des territoires vraiment un peu perchés comme l'Allemagne qui ont l'habitude de faire des trucs comme ça, le Japon, voilà. Mais
par exemple, le film, on n'a pas réussi à le vendre aux États-Unis parce que ce type, ils prennent très peu de comédie là-bas. Ça aurait été un film hyper dark, hyper sérieux, hyper sombre, on aurait pu le vendre plus facilement sur une plateforme comme Shudder, etc. Donc le fait que ce soit de la comédie fait que ça peut bloquer à l'international. Ça, c'est un truc que j'ai appris après coup. Et tu nous racontais que tu n'as pas eu, pour le coup, ton mot à dire sur la promo, les affiches, les bandes annonces, contrairement à la France. Donc en fait, oui. c'est vraiment ton bébé t'échappe, quoi. Alors en fait, voilà, le distributeur Inter, c'est pas le même distributeur qu'en France, c'est une autre boîte. Et eux, ils font à leur sauce, ils ont leur propre réseau, ils ont même leur propre bande annonce, ils ont monté eux-mêmes. Et donc moi, je découvre un peu sur Twitter, je fais « Ah, le film est en Allemagne, ah, c'est ça l'affiche, d'accord ?» Et après, ça va, j'ai jamais vu des trucs aberrants, quoi. Mais c'est vraiment pour le coup, le marché international, c'est un truc où je maîtrise vraiment pas du tout ce qui se passe. On me prévient par internet que le film est là-bas, là-bas, là-bas. Alors la prod est quand même au courant, la prod des fois ils me disent à l'avance, oui ton film a priori il va sortir dans tel territoire, mais eux-mêmes ils savent pas exactement quand et ils sont pas dans la boucle de la promo, quoi. Donc c'est un autre domaine, quoi. Moi ce qui est cool, c'est que ça m'a permis quand même de voyager, de faire des festivals. Et ça c'était vraiment super, de faire des festivals que je rêvais de faire, comme le festival de Austin, de Fantastic Fest. Là c'était vraiment incroyable d'être avec en plus d'autres Français, de montrer le film là-bas, de voir aussi que l'humour, même si les vendeurs internationaux n'ont pas forcément confiance dans l'humour français à l'étranger, j'ai été tellement rassuré de voir que des Américains riaient devant le film alors que le film était en sous-titré. Et en fait, non, les gens, que ce soit en Italie ou aux États-Unis, quand j'étais là-bas, ils ont vraiment rigolé quand j'étais là. Alors peut-être qu'ils rigolaient parce que j'étais là. À politesse. Mais en tout cas, voilà, j'ai senti que c'était pas tant une barrière que ça, que c'est une barrière dans la tête des vendeurs, mais pas forcément dans la tête du public. Et est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit pourquoi je ne l'ai pas fait à l'étranger? Est-ce que je ferai le prochain à l'étranger? Tu nous as dit un truc très intéressant, c'est que tu voulais pas de financement participatif parce que vraiment tu voulais montrer qu'en France, on pouvait être prêt à faire un film comme ça dans des moyens conventionnels. En fait, c'est ça. Alors, c'est deux trucs. C'est sûr que déjà un film Histoire Future à l'étranger, enfin, ça aurait été tellement autre chose. Ça aurait été un remake de mon propre film et ça aurait été une autre chose. Là, c'est vrai qu'il y avait une sorte de challenge de se dire on va réussir à faire un film Histoire de Futur avec les acteurs du Histoire de Futur, avec plus d'argent mais la même énergie, la même liberté, et surtout on va réussir à le faire d'une manière le plus traditionnelle possible. Et pendant la recherche de financement, quand on commençait à avoir le budget et on voyait qu'il y avait un trou d'1 million, et qu'on dit ah il manque 1 million, c'est quand même beaucoup, on a discuté de la possibilité de faire un crowdfunding. Et c'est vrai que moi je leur ai dit, franchement pour ce film-là, ça m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que je suis contre le crowdfunding, je trouve qu'il y a des très bons projets qui sont avec ça et je serai le premier à l'utiliser pour un projet adéquat. Mais je sentais que ça aurait donné une image un peu genre, bon ils sont encore allés quémander sur internet parce que personne veut d'eux au cinéma, quoi. Donc moi c'était important de montrer que si on arrive à faire le film, il faut le faire, on va dire, de manière le plus traditionnelle possible, même si c'est galère. Et en trouvant des solutions, voilà. Et c'était très important pour moi ça. Et du coup, pour rester sur le budget, qui est quand même important pour faire un film, est-ce que tu peux nous rappeler combien le film a coûté et si c'était un budget satisfaisant pour toi, si tu trouvais que c'était pas assez pour concrétiser ton rêve, si c'était trop et donc du coup ça t'a mis énormément de pression? Non, c'est jamais trop, hein. C'est rare, c'est très très rare que quelqu'un dise ah j'ai trop d'argent. Ah là, je sais pas quoi faire. Mais le problème d'avoir trop d'argent, c'est d'avoir de la pression. C'est de se dire ok si tu fais un film à 10 millions, il faut que ton film fasse minimum 1,5 million d'entrées pour vraiment donner l'impression que c'est un succès et tout. Moi, c'est sûr que quand je l'ai écrit, même s'il a coûté entre guillemets 4,5 millions, ça peut paraître beaucoup pour certains, pour d'autres c'est genre pas énorme. C'est un entre-deux bizarre en fait. Moi ça m'allait parce que je savais qu'il fallait trouver des solutions et en même temps j'ai pas eu l'impression de trop manquer. Alors bien sûr on a dû faire des choix, par exemple pour les scènes de baston, quand on en a parlé des scènes de baston, on savait qu'on pouvait faire qu'une scène de baston avec doublure cascade, une scène avec répétition mais sans doublure, et une scène sans répétition. On avait 3 scènes de baston, et ça, forcément j'aurais aimé que les 3 scènes soient avec doublure cascade et répétition, et en fait, bon, tu dois choisir. Mais ça, dans tous les films, il y a ça, hein. Enfin, je veux dire, même dans les Star Wars, ils doivent recycler des décors, etc. Donc pour moi, je faisais mon travail, de trouver des solutions, c'est mon travail. Et aussi, ne pas avoir la pression de me dire ok il faut que ce soit un blockbuster pour que ça marche, quoi. C'était ça aussi
ma crainte en fait, c'était de décevoir les gens qui avaient financé le film. Parce que je savais que bizarrement, la communauté, les fans, ils allaient soit aimer, soit être déçus, mais globalement, ils allaient être contents que le film existe, quoi. Moi, ce que je voulais pas, c'était de faire un film qui n'intéresse que moi et les gens qui me suivent, et qu'en gros, on soit encore restreint à dire ok, bon, vous êtes bien amusés, ça va, allez, rentrez chez vous. Et donc si on fait le bilan, puisque tout ça, on est là pour parler de la science-fiction en France, donc il y a le côté business qui évidemment prime, pour qu'il y ait d'autres films comme ça qui se fassent. Est-ce que le film a marché? Alors tu as l'air de dire que de votre côté, tous les voyants sont ouverts et que... En fait, c'est pareil, hein, ça c'est toujours très abstrait, et il y a eu tout un article sur écran large qui parle... Fantastique article. Fantastique article, je le relis tous les jours. Qui parle de à quel point c'est compliqué de savoir, surtout en France où les films se remboursent déjà plus ou moins... voilà, c'est rare que les gens perdent de l'argent. En fait, ceux qui prennent le plus de risques dans un film, c'est plutôt les distributeurs qui peuvent vraiment, on va dire, qui mettent de l'argent qu'ils peuvent ne plus revoir. Les producteurs, normalement, ils sont déjà remboursés au jour de la sortie. Donc bien sûr, si tous leurs films se plantent, même si eux ils perdent pas énormément d'argent, ça sent mauvais pour leur prochain projet. Donc, ils ont intérêt à ce que leur film marche. Mais il y a moins cette pression de se dire ok, j'ai vendu ma maison. Voilà quoi, comme Shyamalan avait fait pour ses films où il a hypothéqué sa maison pour financer son film. On n'en était pas là. Après, c'est sûr que nous, on était dans un carcan où on nous disait, les gens les plus optimistes nous disaient, vous allez faire 200 000 maximum. Il y a même des gens qui ont financé le film qui nous ont dit, ah mais vous, si vous faites 100 000 entrées, c'est le bout du monde quoi. Et sur internet, les gens qui en plus voyaient le film un peu d'un mauvais œil, en disant oh là là, ce film ça va être de la grosse daube, disaient alors ça, ouais, ça va pas dépasser 100 000 entrées comme d'hab, ça va être un four et tout. Donc faire 300 000 entrées, c'était exactement ce qu'il nous fallait pour avoir un succès modeste, voilà, pour se dire ok, c'est quand même une étape de franchie, mais c'est pas non plus, on va dire, voilà, on a encore du travail, quoi. Il y a encore des trucs à défraîchir, que ce soit dans la science-fiction ou le film de genre, où les gens ont un profil un peu, on va dire, comme les miens, qui viennent d'endroits différents. Donc du coup, voilà, quoi. C'est très encourageant et on veut continuer l'aventure dans ces univers-là, on va dire. Mais voilà, c'est pas non plus open bar et il faut encore travailler, quoi. T'as l'impression que ce qui manque peut-être pour vraiment faire un appel d'air, c'est un projet comme le tien, mais qui ferait 2,5 millions d'entrées et qui ferait un événement absolument hallucinant, et peut-être que là, ça rassurerait peut-être tout le monde. Ouais, peut-être. Alors quand tu dis un projet comme ça de science-fiction, tu veux dire? C'est vraiment un truc qui serait dans cette case, qui fait potentiellement peur aux gens, de la science-fiction. Techniquement, Valérian, il a fait 2 millions d'entrées. C'est juste techniquement, c'est aussi un énorme flop. Mais oui, mais il a coûté tellement. Ça. Exactement, voilà. En fait, tout le problème, c'est ça, c'est que comme on attribue la science-fiction à des budgets type Valérian, forcément, les gens, ils disent, voilà, et Valérian, ça fait couler sa boîte. Donc du coup, c'est sûr que c'est pas un modèle. Voilà. Moi, je pense que faire des films de genre, science-fiction, horreur, fantastique, dans des budgets entre 3, 4, 5 millions, où on n'a pas l'impression de faire un micro-budget bricolé, mais qu'on a l'impression de faire un film généreux, mais que quand même le public, on va dire, va venir soutenir. Enfin bref, je pense que c'est ce qui peut marcher vraiment sur le long terme, parce qu'il n'y a pas trop de pression, etc. Mais par contre, après, c'est le contenu. Parce que les gens, je veux dire, c'est un truc que c'est bien sympa de dire aux gens, allez venez voir nos films, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sur le cinéma français. Si les gens ne sont pas attirés par ce qu'ils voient, par l'univers, par les acteurs, etc., bon, ils te soutiendront, mais peut-être plus tard, tu vois, peut-être en VOD, quoi. Donc là, l'idée, c'est de faire déplacer les gens. Déplacer les gens, c'est dur, quoi, à notre époque. Ils doivent prendre leur voiture, ils doivent prendre des babysitteuses. Enfin, ouais, c'est une galère. Tu sais, il faut aussi que le film passe dans un cinéma proche d'eux. C'est ça qui est une grande problématique. Exactement, parce que certains films, j'ai vu des distributeurs se plaindre que leurs films, on va dire, un peu coup de poing, des films un peu allez, on a fait un film courageux, ils disent ah putain, vous n'êtes pas allé le voir, le public de merde. Je dis mais non, mais tu peux même pas faire un film qui intéresse que les Parisiens qui vont au MK2, tu vois. La plupart des gens vont pas au MK2, la plupart des gens ils sont pas forcément à Paris et leur cinéma est des fois une demi-heure en voiture, etc. Donc, et quand ils passent des films, ils passent Star Wars, ils passent Avatar et tout, donc c'est normal qu'ils vont pas voir tous les films français un peu originaux, quoi, c'est normal. Donc le plus compliqué, c'est d'arriver à avoir assez de copies pour que ton film sorte du périmètre des films d'arrêt d'essai, quoi. C'est ça le plus dur, en fait. Et est-ce que ce soit à ton niveau ou ton entourage, les projets autour de toi, tu as l'impression que donc les trucs se sont concrètement
concrètement avancé. Tes potes qui étaient inquiets te disaient fais gaffe François, est-ce qu'ils ont dit merci François au début? Ils m'ont pas dit merci encore, mais j'ai vu, pareil, je dis pas que c'est grâce au Distance Future, mais ce qui est sûr, c'est que depuis un an, je vois beaucoup de gens de ma génération. Et quand je dis ma génération, c'est pas forcément mon âge, hein, c'est plutôt des gens avec qui j'ai travaillé à l'époque, à Golden Moustache, enfin je jouais à Golden Moustache, ou des gens liés à la culture internet de près ou de loin, faire leur premier long métrage. Et ça, c'est une avancée incroyable, d'avoir cette nouvelle génération arrivée au cinéma, alors que ce soit cinéma en salle ou cinéma sur des plateformes, c'est déjà un énorme truc. Du coup, j'ai vraiment cette impression que plus il y en aura, plus il y en aura. Quoi. Donc vraiment, j'espère avoir participé un peu à ça de cette manière. J'espère que je pourrai continuer moi aussi à faire ça. Mais c'est un peu la période un peu tôt, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on fasse la rétrospective, voilà, que dans 5 ans. Voilà, On rendra des comptes dans 5 ans, c'est ça que tu veux dire. Mais c'est pas que moi, hein. Moi au départ j'avais dit viens on invite les gens aussi, viens on invite Romain Quiro et Mathieu Thury parce qu'eux aussi ils sont responsables, hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Mais après vous engueulez en disant vous avez 45 minutes donc c'est pas possible. Voilà, exactement, voilà, pas tout le temps. Mais ils seront là la prochaine fois et tout, et ils pourront dire leur expérience parce qu'eux aussi ils ont une expérience hyper intéressante et c'est aussi un autre truc que j'ai pu vivre grâce au film, c'est de rencontrer d'autres réalisateurs, réalisatrices de trucs un peu chelous comme moi. Là, c'est vraiment pour moi le triumvirat. Il y a aussi les frères Boukarma qui ont fait l'année du requin et tout. Et de voir à quel point on est confronté aux mêmes problématiques, avec pas forcément les mêmes budgets, mais globalement un peu. Et par exemple, je sais que Méandre, c'est un film qu'il a vraiment fait pour l'international, quoi. Vraiment. Oui, ce qui est intéressant quand on voit les chiffres en France qui sont pas top, hein, pour le dire gentiment, et effectivement c'est un autre modèle que le tien parce que film de science-fiction, mais film d'horreur surtout, donc un truc qui se vend plus facilement. Exactement. Donc du coup lui il savait ce qu'il faisait, il savait quel nombre d'entrées il avait besoin en France, et il continue, là il sort un nouveau film l'année prochaine, et là il va travailler sur plus un truc de ouf, il va faire Plague Tale en série. Donc du coup c'est des gens hyper intéressants. Romain Quiro, je l'ai rencontré grâce au Nicole Film Festival et tout. Et lui, il était plus... lui, parce que lui, il pousse le truc très loin, quoi. Il a moins d'argent, mais il fait des trucs très très ambitieux visuellement, etc. Et il se pose les mêmes questions, il n'a pas forcément les mêmes réponses. Donc c'est des gens, je pense qu'ils ont aussi leur part, font partie aussi de ce paysage, quoi. Justement, peut-être pour parler des personnes qui sont dans ce paysage et à qui vous voudrez vraiment donner plus de visibilité, est-ce que tu aurais une petite recommandation film de genre, donc horreur, science-fiction, fantastique, à nous faire? Alors celui du milieu je l'ai pas vu, mais je sais que vous c'est votre coup de cœur, c'est ça? Donc à ce qui paraît il est vachement bien. Vesper Chronicle c'est vraiment aussi un cas d'école parce que c'est un film franco-lituanien je crois, mais fait en langue anglaise et fait vraiment pour l'international. Et il est impressionnant, quoi. Genre visuellement il est fou, quoi. C'est un film de SF plus ou moins post-apo, mais biopunk et tout, donc vraiment l'univers il est incroyable. Et c'était marrant parce qu'on était sélectionnés au même festival, donc du coup on avait un peu on partageait la même promo, quoi. Et Stéphane, je le recommande vachement parce que c'est le type de film, donc c'est un film de Timothée Hochet et Lucas Pastor. Et il y a 10-15 ans, quand j'ai commencé à travailler avec Poulpe, je disais mec, mon rêve c'est de faire un film fauché et un truc qu'on fait jamais en France, on fait un film et après on le vend. Ça n'existe pas. En France, tu vends ton film et après tu le fais. Et les Américains, ils ont plus l'habitude de faire des films indépendants comme ça, où ils trouvent de l'argent de manière ou d'une autre, et après ils le vendent à des distributeurs. Et 15 ans plus tard, Poup, il le fait, ce bâtard, avec Timothée Hochet, et je fais « Oh, mais c'est exactement ce que je t'avais dit de faire il y a 15 ans, putain !» Et en plus, c'est un film vraiment unique, c'est un film totalement, on va dire, fou, et hyper drôle et angoissant. Et il a réussi après à le vendre sur Canal+, donc là il est sur Canal+, en ce moment, pour le voir. Donc c'est Monsieur Poup et Vanessa Bria, avec qui voilà, je viens d'internet avec eux, on a fait le Golden Show, on travaillait dans une cave il y a plus de 10 ans, on faisait des costumes tout pourris de Monsieur Bison qu'on donnait après à Alexandre Astier de dire ok tu feras Monsieur Bison dans un sketch, il a fait ok. Et maintenant il fait un film voilà quoi, d'une manière complètement hors marché, et ça c'est pour moi c'est des trucs à... Déjà le film il est bien, là je vous dis pas juste regardez-le pour soutenir, déjà le film il est bien, et en plus s'il y a plus de films comme ça, des films audacieux où les gens se disent ok je prends un risque et tout, bah, il y en aura de plus en plus, donc je vous le conseille. Et moi pour le coup j'ai vraiment envie de vous recommander La Dernière Vie de Simon, qui a été un énorme coup de cœur, donc réalisé par Léo Carman. Là pour le coup on est plus sur une proposition de fantastique, le fantastique en fait qui va servir à un propos très humain et terre à terre, à savoir où est-ce qu'on place le curseur entre
l'altruisme et l'individualisme. C'est vraiment un film très touchant, très lyrique et qui est passé un petit peu inaperçu. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il est magnifique et on pardonne très très facilement les quelques petits reproches qu'on peut faire au film. C'est vraiment le genre de proposition qu'on a envie d'encourager pour voir plus souvent en France. Il y a Camille Clarice dedans, tiens, qui joue dans Vortex. Et qui est extraordinaire dans le film d'ailleurs. Et moi j'avais vraiment beaucoup aimé Vesper, donc Vesper Chronicles, donc je vous le recommande parce que effectivement ce qui est très excitant dans ce film là, c'est qu'il y a un monde entier qui est créé. Et il est d'une richesse assez géniale dans la faune, la flore, donc c'est un récit assez classique mais avec vraiment un univers visuel, une envie d'ouvrir les portes d'un nouvel univers et beaucoup de touches de poésie que je trouve très belles. Et c'est vraiment un super film et c'est 3 films. C'est 3 facettes de la science-fiction à la française, avec des trucs très différents, puisque Vesper c'est une coproduction, mais voilà, si c'est des films que vous pouvez aller voir, découvrir ou redécouvrir, on espère que ça vous plaira. On va passer à quelques questions, si vous en avez. Bonjour. Je voulais savoir s'il allait y avoir une suite ou si une suite au film Visiteurs du futur était bien prévue. Pas dans l'immédiat, dans le sens où c'est une possibilité. C'est-à-dire que vraiment, en gros, quand on a commencé à voir les chiffres arriver du Visiteurs du futur, Pyramide est venu me voir, ils m'ont dit très clairement, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un truc que je n'ai jamais entendu de ma vie, que des producteurs me disent, tu veux faire quoi? Et à ce moment-là, j'aurais dit, même si je ne serais pas contre ou j'aurais envie de faire un film Visiteurs du futur 2 d'une manière ou d'une autre, etc., je vois pas trop l'axe, j'ai pas encore trouvé l'idée qui justifierait le film tout de suite. Tu vois, c'est que si l'idée c'est juste dire qu'on fait un 2, pourquoi? Parce que le 1 a marché, je trouve que c'est pas assez suffisant. Et Pyramide est assez cool pour me laisser le choix. Ils auraient pu me dire non, on fait que ça. Et du coup, j'aurais dit j'aimerais bien tenter autre chose d'abord, quitte à revenir dans l'univers du Visiteurs du futur plus tard. Voilà quoi, donc c'est vraiment un truc que j'ai. Que je leur ai dit pas tout de suite, et aussi ça me permet d'avoir du recul moi. Parce qu'en fait, le succès du Visiteurs du futur, c'était que c'était à côté, c'était un événement. C'était tellement fou de se dire qu'il y a un film Visiteurs du futur qui est sorti, que si on en sortait un rapidos comme ça, en mode Éblage 2, je suis pas sûr que ça aurait été ni intéressant pour moi, ni pour vous quoi. Donc il faut trouver vraiment l'axe qui fera que ce sera genre ah ouais là il faut le faire absolument. Merci de ne pas vous être levé à cette réponse en disant ah, pas de 2 tout de suite, salut. Ça me rassure énormément parce que c'est aussi une angoisse pour moi de me dire ok. Oui. Tu es où? Tu es là. Oui. Du coup, tout à l'heure, vous avez parlé des affiches. Et, Très bien. oui, donc du coup, vous avez parlé des affiches de films. Et sur Le Visiteur du futur, du coup, le bandeau de Matteo n'est pas sur le bon oeil. Alors. Et ça, mais vraiment, je te jure, c'est pour ça que vous êtes les meilleurs. C'est que quand on fait l'affiche et qu'on a besoin que la valeur temporelle soit à droite de l'image et que Mathieu Poggi a posé dans l'autre angle, du coup on se dit, bon bah on flippe l'image. Et quelqu'un dit, oui mais le bandeau n'est pas dans l'autre œil. Moi je dis, franchement, personne ne le verra. Voilà. Mais parce que non, c'est un truc... Pour un peu aller plus loin dans tes questions, c'était que ce qui a été intéressant dans l'affiche du film Visiteurs du futur, c'était qu'on a fait un truc qui se fait rarement en France, à savoir faire des photos des comédiens dans toutes les poses, sans avoir une idée encore de l'affiche, et après de composer l'affiche par un montage. Alors on voit que pour Vesper, ils ont fait un peu le pareil, mais en France, c'est rare de faire ça. En France, la plupart des affiches, c'est une photo sur le tournage, quoi. T'as le comédien qui est assis, on le prend en photo, on met le titre au-dessus, et c'est genre c'est bon, ça passe. Et quand j'ai dit à la prod, il faut prendre en photo les comédiens, costumes et tout, ils ont dit waouh c'est compliqué, j'ai dit non après ça va être utile parce qu'on va pouvoir faire des affiches. Et du coup on se retrouve dans des situations de on les place à droite à gauche, on les switch machin. Et encore nous ce qu'on n'a pas fait dans ce truc là, c'est qu'on n'a pas agrandi leur tête. Sur les affiches américaines des fois ils agrandissent les têtes, ils changent la couleur de peau et tout. Tous les acteurs se ressemblent pas du tout quoi. Bonjour. J'ai bien compris que du coup il n'y aurait pas de 2, mais est-ce que ça peut donner envie de faire d'autres films de science-fiction pour le cinéma, de revenir sur les web-séries ou internet, ou est-ce que tu vas tout plaquer et devenir boulanger? Boulanger? C'est mon rêve d'être boulanger. Tu sais, je suis du cinéma pour être boulanger. Non mais en fait, par contre, ça c'est un truc aussi que je défends, c'est que même si je suis trop content d'avoir la possibilité de faire du cinéma,
un, c'est pas acquis, ça veut pas dire qu'on va me donner de l'argent tout de suite. Deux, même si on me dit oui, ça prend tellement de temps que j'ai le temps de faire des projets un peu annexes sur d'autres supports. Et pour moi, Internet, de manière générale, je dis pas forcément que YouTube, mais Internet, c'est un endroit où je peux vraiment, on va dire, tester des idées sans pour autant, on va dire, me mettre de pression. Et là, en ce moment, par exemple, je suis en train de publier un truc sur Internet, sous une forme que j'avais jamais fait avant, à savoir des articles. Et ça, voilà, quoi, je suis content d'avoir encore cet espace-là et de ne pas me dire, bon, bah, maintenant je fais du cinéma, je suis au-dessus de tout, je suis en orbite, voilà. Non, pas du tout. Pour moi, c'est hyper important de garder un pied dans tous les terrains, on va dire, pour être créatif et pour pas dépendre d'un film qui va sortir tous les 3, 4, 5 ans. Bonjour, j'avais une question. Globalement, sur les années 2010, il y a eu beaucoup d'opposition entre le cinéma d'un côté et ce qu'on pouvait faire en création originale sur Internet, les web-séries, et où on se disait qu'en fait, côté cinéma, c'était surtout ce qui était formaté pour faire des produits culturels pour de la consommation et quelque chose d'efficace, sans beaucoup de prise de risque. Et à contrario, on retrouvait toute la création avec les web-séries, dont Le Visiteur du Futur, mais cantonné un peu à Internet. Est-ce qu'on a dépassé ce clivage-là, ou on n'y est pas encore et ça commence un petit peu? Et surtout, est-ce que c'est justement en dépassant ce clivage qu'on arrivera à ramener sur grand écran des œuvres ambitieuses de genre? En fait, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est con à dire, mais le fait qu'il y ait un film 3 Mousquetaires qui sort, qui soit, on va dire, vendu comme étant un vrai blockbuster français. Alors tu me diras, la prise de risque, elle est relative, puisque c'est quand même un classique de la littérature qui a été fait plein de fois, etc. Mais quand même, il y a une volonté de se dire ça peut exister et on y met les stars et on y met l'argent, etc. Donc pour moi, ça c'est encourageant. Après, l'autre facteur, c'est les profils de gens. C'est-à-dire que c'est marrant, ce matin sur Instagram, j'ai vu un post d'une amie à moi comédienne qui s'appelle Juliette Tresanini, qui est actrice, elle a tout fait, elle a fait cinéma, télé, web. Et du coup, elle disait dans son post, elle disait ouais, en 15 ans, on me disait ne fais pas de télé, tu feras pas du cinéma, ou ne fais pas d'internet, tu feras pas de télé et tout. Et elle disait là qu'elle était contente de dire on peut tout faire. Et ça devient un truc qui commence à popper dans la tête des gens. Que tu peux faire de l'internet et faire du cinéma, les ponts se créent, les générations. En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les gens qui me suivaient il y a 15 ans, qui étaient étudiants en école de cinéma, maintenant ils travaillent à la télé. Et plus tard, eux, ils me feront bosser en fait. Donc du coup, il y a ce gouffre qui était là avant, il est de moins en moins présent dans la tête des gens. Et donc, après, on peut estimer qu'il y aura des projets peut-être plus audacieux. Ce qui ne change pas, c'est qu'à partir du moment où tu as de l'argent en jeu, ça reste risqué. Et tu as des films, il faut savoir un truc, c'est que n'importe quel film est compliqué à faire en France. J'ai Elia Barou, qui joue dans Le Visiteur du Futur, elle, depuis des années, elle veut faire un film qui est un drame social sur l'euthanasie. Et ben c'est pas un film de genre, c'est pas un film de SF, et pourtant, on lui dit c'est trop dur, c'est impossible, voilà, on lui sort les mêmes raisons que de frilosité qu'on pourrait avoir par rapport à la science-fiction, par rapport à un sujet social où tu pourrais dire oh, ben, ça va, le sujet social en France, ça va passer. Non, tu sais pas, en fait, il y a toujours ils ont toujours une raison pour te dire non, tu vois. Et après, quand ça marche, ils vont dire oui, on savait que ça allait marcher. Enfin, donc, c'est pas que lié à la science-fiction, ça peut être lié à n'importe quel type de sujet, n'importe quel type de profil et tout. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que même si c'est difficile de faire des films de science-fiction en France, c'est difficile de faire cinéma en France, quoi qu'il arrive, surtout quand c'est un premier film, pour tout le monde. Même quand t'es la fille d'Olivier Barou. Et ça va être la dernière question, désolé. Alors attends, juste, cette personne a joué dans le film. Donc voilà. Et cette personne a joué dans le film, elle fait le rôle d'un enfant. Un faux enfant. Voilà. Ça va le dire. Bonjour. Oui, dans les interviews, tu répétais qu'il y avait 10 versions du scénario du Visiteur du Futur qui étaient des histoires indépendantes. On sait que le métier de auteur-réalisateur, c'est des fois mettre des idées de côté en attendant, mais est-ce que ces histoires indépendantes, tu comptes en faire quelque chose un jour, quel que soit le média? En fait, ouais, parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant les 5 ans où j'ai écrit le film Visiteur du Futur, j'ai fait 10 versions de synopsis, 10
différentes, où vraiment ça n'a rien à voir. C'est même pas les mêmes persos, c'est même pas les mêmes décors, enfin c'est pas juste... l'histoire a changé pour donner la version qui est sortie au cinéma. Et c'est vrai que souvent je me suis dit, mais tiens, mais ces idées-là, je pourrais les garder ou pas. Je sais pas, en fait, déjà, je les ai pas relus. Et j'ai très peur de les relire, tu vois. Donc déjà, ça peut être très honteux, quoi. Ça peut être très mauvais, ou ça peut être très bon, et ça peut me donner des idées pour la suite, quoi. Et ça, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de les sortir. J'ai envie de me garder des cartouches, au cas où. Et si ça peut me donner des idées pour d'autres suites, etc., je les prendrai volontiers, quoi. Mais pour l'instant, je les garde dans mon disque dur, et voilà, quoi. En espérant ne pas me faire hacker, quoi. Merci à tout le monde, c'est la fin de la conférence. On applaudit encore une fois François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et regardez, plein de films de science-fiction, c'est comme ça qu'on en aura plus. Merci à vous.